L'huissier m'a fourré une épaisse enveloppe entre les mains avant de tourner les talons sans un mot. Je l'ai déchirée sur le perron. Ce n'était pas une amende. C'était une assignation en justice, déposée par mes propres parents. Ils me réclamaient 2 millions d'euros. Selon le document, j'aurais volé mon entreprise à mon frère, Didier, anciennement Derek. Ils exigeaient que je leur cède 50% de mes parts et que je démissionne immédiatement. Avant de vous raconter ce que j'ai découvert en fouillant leur compte, dites-moi en commentaire d'où vous m'écoutez et quelle heure il est chez vous. J'aimerais savoir qui fait partie de notre communauté. J'ai tiré le verrou et me suis adossé à la porte. Mes jambes tremblaient. J'ai respiré profondément, puis j'ai étalé les papiers sur l'îlot de la cuisine. Chaque page témoignait d'un délire que ma famille construisait depuis 28 ans. J'ai 24 ans. Je possède une entreprise de logiciels spécialisée dans la logistique automatisée. Je l'ai bâtie avec un ordinateur portable acheté d'occasion chez un prêteur sur gage. Mais selon cette plainte, j'étais un voleur qui avait pillé le génie de mon frère aîné Didier. Leur chronologie inventée était presque impressionnante d'audace. Ils affirmaient que Didier avait conçu mon algorithme principal lors d'un dîner familial, 3 ans plus tôt. Je me souviens très bien de ce dîner. Didier avait passé 2 heures à expliquer comment il allait révolutionner la chaîne de blocs grâce aux énergies. Il ne savait pas programmer. Il ne faisait pas la différence entre un langage informatique et un serpent. Mais mes parents, Lydie, anciennement Linda, et Robert, hochaient la tête, fascinés par son jargon. C'était le schéma de toute notre vie. Quand Didier a voulu créer un fonds d'investissement en crypto-monnaie, ils n'ont demandé aucun plan d'affaires. Ils ont contracté un second prêt hypothécaire sur leur maison. Ils lui ont remis 450 000 euros. Il a tout brûlé en 6 mois, un bureau luxueux en centre-ville, des dîners somptueux pour séduire des clients. Il disait qu'il fallait paraître prospère pour le devenir. Quand le marché s'est effondré, il a accusé l'État. Mes parents ont parlé de malchance. Pendant que Didier jouait aux dirigeants avec leur retraite, je vivais dans un studio sans chauffage. Je mangeais des nouilles instantanées 5 soirs par semaine. Je ne leur ai jamais demandé un centime. Je connaissais déjà la réponse. Je programmais 18 heures par jour. Je construisais ma clientèle appel après appel. Je n'avais pas de bureau. J'avais un placard et une connexion Internet empruntée au café du dessous. En lisant leur exigence de 50% de mon entreprise, j'ai compris quelque chose qui a transformé ma peur en colère glaciale. Ce n'était pas seulement de l'avidité. C'était une question de survie. Mes parents n'étaient pas seulement injustes. Ils étaient désespérés. Ils avaient misé toute leur existence sur l'enfant prodige. Ils avaient versé chaque économie, chaque espoir, chaque part de leur patrimoine dans Didier. S'il était un échec, alors ils étaient ruinés. Ils n'avaient plus rien. Leur retraite serait misérable parce qu'ils avaient parié sur le mauvais cheval. Psychologiquement, ils ne pouvaient pas affronter cette vérité. Ils ne pouvaient pas se regarder dans un miroir et admettre qu'ils avaient jeté un demi-million d'euros au feu. Alors ils ont inventé une nouvelle réalité. Dans leur esprit, Didier devait être un génie. Et si un génie était fauché, c'est forcément que quelqu'un lui avait volé son talent. Ce quelqu'un, c'était moi. Ils ne me poursuivaient pas pour devenir riche. Ils me poursuivaient pour justifier leurs mauvaises décisions. Ils s'enfermaient encore plus dans leur illusion, car l'alternative était d'admettre qu'ils avaient détruit leur propre vie. Je me suis arrêtée sur la signature au bas de l'attestation. L'écriture de ma mère. Elle jurait m'avoir vu prendre des notes pendant que Didier parlait. C'était faux. Mais pour elle, c'était une bouée de sauvetage. Je n'ai pas pleuré. Un calme étrange m'a envahi. Ils voulaient la guerre ? Très bien. J'ai pris mon téléphone et composé le numéro de ma mère. Je voulais leur laisser une dernière chance de reculer avant de réduire leur fantasme en cendres. J'ai posé le téléphone sur le plan de travail et activé le haut-parleur. Mes mains étaient stables. La peur avait disparu, remplacée par une lucidité froide. Je n'appelais pas pour supplier. J'appelais pour leur offrir une ultime porte de sortie avant qu'ils ne se précipitent dans le vide. Lydie a répondu dès la première sonnerie. Sa voix n'était pas colérique. Elle était terriblement calme, le ton d'un parent réprimandant un enfant qui a dessiné sur les murs. Elle m'a dit d'arrêter d'être dramatique. Il ne voulait pas me détruire. Il voulait seulement ce qui était juste. Elle a ajouté que Didier avait la générosité de me proposer une indemnité si je quittais mon poste de directeur général. Je l'ai coupé. Je lui ai rappelé que j'avais écrit chaque ligne de code de cette plateforme. Que Didier ne savait même pas ouvrir une console de développement, encore moins concevoir une architecture logicielle. Je lui ai donné une chance.
S'ils retiraient la plainte avant 17 heures, je ne déposerais pas de recours pour procédure abusive. Elle a ri. Un rire sec, méprisant. Elle a dit que mes souvenirs étaient erronés. Que tout le monde savait que je n'étais que le secrétaire, la paire de mains qui transcrivait le génie de Didier. Puis elle a lâché la bombe. Ils avaient retrouvé le contrat. Mon sang s'est glacé. Il n'y avait aucun contrat. Il n'y en avait jamais eu. Je lui ai demandé de quoi elle parlait. Elle m'a dit de vérifier mes messages. Quelques secondes plus tard, une photo est apparue sur mon écran. Je l'ai fixée, incrédule devant l'absurdité de ce que je voyais. Une serviette en papier de bar, tachée d'un cercle brun de whisky. Dessus, 3 rectangles grossiers reliés par des flèches. Un schéma qu'un enfant de 5 ans aurait pu dessiner. Sous le dessin, en grosses lettres maladroites, on pouvait lire. Didier possède 50%. Catherine fait la programmation. Et en bas, une signature. La mienne. Ou plutôt une imitation grossière, comme si quelqu'un avait répété mon nom 10 minutes avant d'appuyer trop fort sur le stylo. J'ai agrandi l'image. La date était griffonnée dans un coin. 3 ans plus tôt. Le soir du fameux dîner. Le silence au bout du fil était pesant. Ma mère m'a demandé si je me souvenais maintenant. Elle a ajouté qu'il déposerait cette preuve au tribunal dès le lendemain pour démontrer notre association. Je n'ai pas répondu tout de suite. Mon esprit changeait de vitesse. Je passais de la défense à l'attaque. Ce n'était plus une simple plainte abusive. Ce n'était plus un conflit familial. C'était un faux. Une fabrication de preuves. En présentant cela devant un tribunal, il franchissait la ligne rouge, faux témoignage, fraude. Il me tendait une arme chargée et me demandait d'appuyer sur la détente. Je lui ai posé une dernière question. Était-elle prête à jurer sous serment m'avoir vu signer cette serviette? Elle n'a pas hésité. Elle a dit oui. Elle a affirmé m'avoir regardé le faire. Je n'ai pas dit au revoir. Je n'ai pas crié. J'ai simplement appuyé sur l'icône rouge. Le pont était brûlé. Ce n'étaient plus mes parents. C'étaient des risques financiers. Et je savais exactement comment les liquider. J'ai posé le téléphone. L'écran est devenu noir, et avec lui s'est éteinte la dernière trace de mon rôle de fille parfaite. Je n'ai pas pleuré. Les larmes sont un luxe réservé à ceux qui ont un filet de sécurité. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Je connais cette sensation, la froideur qui s'installe quand je traque une erreur dans 1 million de lignes de code. L'émotion s'efface. Il ne reste que le calcul. Mes parents m'attaquaient avec un avocat réputé, dont la provision d'honoraires devait dépasser 10 000 € avec des facturations à la minute. Mais je connaissais leurs finances. Didier avait réduit leurs économies en cendres. Ils avaient hypothéqué leur maison pour financer son fiasco en crypto-monnaie. Alors d'où venait l'argent? Je me suis connecté au registre public des hypothèques du département. 3 minutes ont suffi. Une nouvelle inscription venait d'être enregistrée 2 semaines plus tôt. Un prêt relais à court terme. Ce n'était pas une banque. C'était une société privée appelée Capitaux Cuirassés, anciennement Ironclad Capital. Je me suis renseigné. Ce n'était pas un établissement bancaire. C'étaient des prédateurs financiers. Ils accordaient des prêts à taux exorbitants à des propriétaires désespérés, en exigeant un remboursement sous 6 mois, sinon, saisie. Mes parents avaient mis le toit au-dessus de leur tête en jeu, persuadés qu'ils m'écraseraient au tribunal et utiliseraient les actifs de mon entreprise pour rembourser. Je fixais l'écran. Voilà le point faible. Je me suis connecté à mes comptes. Entre mon épargne personnelle et les bénéfices non distribués de mon entreprise, j'avais des liquidités. C'était tout mon filet de sécurité. Chaque euro économisé en 4 ans. Si j'utilisais cet argent, je fonctionnerais à découvert. Si je perdais le procès, je serais ruiné. Je n'ai pas hésité. J'ai appelé le numéro de Capitaux Cuirassés. Je ne me suis pas présentée comme la défendresse. Je me suis présentée comme une investisseuse intéressée par l'achat d'un actif en difficulté. Les prêteurs prédateurs ne s'intéressent pas aux drames familiaux. Ils s'intéressent à la liquidité. Pour eux, le prêt de mes parents était risqué. J'ai proposé un rachat immédiat, capital dû, plus un bénéfice rapide pour eux, en échange du transfert de la créance hypothécaire. 48 heures plus tard, c'était fait. J'ai effectué le virement. Mon solde bancaire est presque tombé à 0. Mon cœur battait si fort que j'en avais mal aux côtes. Puis le courriel de confirmation est arrivé. La peur a laissé place à une satisfaction sombre et lourde. Je tenais le document entre mes mains. Je n'étais plus seulement la défendresse. J'étais leur créancière.
S'il manquait une seule échéance, et je savais qu'il la manquerait, engloutissant tout dans les frais d'avocat, je deviendrais propriétaire de leur maison. Mais il me fallait davantage. Je devais enterrer le mensonge de la serviette. J'ai ouvert mon terminal et accédé au dépôt de code original. Le système d'archivage enregistre chaque modification, chaque ligne ajoutée, chaque suppression, avec un horodatage mathématiquement infalsifiable sans briser la chaîne de chiffrement. J'ai filtré les journaux autour de la date du fameux dîner. J'ai retrouvé l'historique des validations concernant l'architecture principale. Écrite en 72 heures d'affilée. Je me souvenais de ces jours-là. Je n'avais ni dormi ni mangé. Puis j'ai ouvert un nouvel onglet et consulté le profil public de Didier sur un réseau social. 3 ans en arrière. Pendant que j'enregistrais des milliers de lignes de code, Didier diffusait en direct une virée alcoolisée à Cabo. Photos à l'appui, vers alignés dans un bar de plage, horodaté à la minute exacte où je rédigeais le schéma de la base de données. Il ne pouvait pas être à 2000 km de là, ivre dans le hall d'un hôtel, et dessiner des schémas sur une serviette dans notre salle à manger. J'ai pris des captures d'écran. J'ai compilé les métadonnées. J'avais la corde financière autour de leur cou. Et la preuve numérique irréfutable. Mais je ne pouvais pas simplement tout dévoiler. S'ils savaient, ils reculeraient. Ils parleraient d'erreur. Non. Je devais les pousser à mentir officiellement, devant un greffier, pour que cela devienne un crime. J'ai ouvert ma messagerie et rédigé un courriel à leur avocat. Je ne l'ai pas écrit comme une prédatrice. Je l'ai écrit comme une jeune femme de 24 ans dépassée par la situation. Maître Sterling, je suis submergée. Je ne veux pas me battre contre ma famille. J'ai peur de tout perdre. S'il vous plaît, pouvons-nous envisager une médiation? Je suis prête à discuter. Je veux simplement que tout cela cesse. C'était l'art de faire la morte. Dans la nature, les prédateurs deviennent négligents lorsqu'ils pensent que leur proie a abandonné. J'ai appuyé sur envoyer, me suis adossée à ma chaise, et j'ai attendu qu'ils viennent m'achever. La salle de réunion sentait le café froid et la suffisance. Mes parents, Lydie et Robert, étaient assis d'un côté de la table en acajou, comme des souverains tenant audience. Didier trônait entre eux, penché en arrière, avec un sourire suffisant qui me donnait la nausée. Leur avocat, Maître Sterling, portait un costume qui valait plus que ma première voiture. Il tapotait son stylo contre un bloc-notes, l'air ennuyé. J'étais seule. Je n'avais amené personne. Je voulais qu'il me croie isolée. Fragile. Nous sommes heureux que tu reviennes à la raison, Catherine, dit mon père d'un ton faussement paternel. Nous ne voulons pas te faire de mal. Nous voulons seulement que Didier récupère ce qui lui revient. Maître Sterling fit glisser un document vers moi. Un protocole d'accord. Il prévoyait la cession de 50% de mes parts à Didier et son installation comme codirecteur général. À côté reposait la photo de la serviette, leur prétendue pièce maîtresse. Je gardais les yeux baissés. Avant de signer, j'ai besoin de comprendre. Didier, comment as-tu conçu l'architecture? Plus précisément le protocole de synchronisation chiffrée du serveur central? C'est la partie la plus complexe. J'ai toujours du mal à l'expliquer aux investisseurs. Didier se redressa. Il lança un regard à Sterling, puis à nos parents. C'était son moment. Il s'éclaircit la gorge. Honnêtement, Catherine, ça m'est venu naturellement, dit-il avec l'assurance artificielle d'un homme qui regarde trop de conférences inspirantes en ligne. Je savais qu'il fallait une logique de chaîne de blocs pour valider la logistique. Le protocole chiffré est en fait une validation décentralisée du registre. Je te l'ai dessiné sur la serviette parce que tu ne visualisais pas les nœuds. J'acquiesçai lentement. Donc tu as conçu ce protocole chiffré basé sur la chaîne de blocs le 12 novembre, il y a 3 ans. Exactement, répondit-il. Et tu l'affirmes officiellement? Oui. Maître Sterling me regarda avec impatience. Mademoiselle Mitchell, est-ce pertinent? Nous avons la serviette. Oui, répondis-je calmement. J'ai sorti mon ordinateur portable et l'ai tourné vers eux. Parce que ce protocole de synchronisation chiffrée n'existe pas. Je viens d'inventer ce nom il y a 30 secondes. Le système utilise une base de données SQL standard. L'air quitta la pièce. Didier resta figé, la bouche entr'ouverte. Mais ce n'est pas le vrai problème, repris-je, laissant tomber la peur comme un serpent abandonne sa peau. Le vrai problème, c'est la chronologie. J'appuyai sur une touche. 2 fenêtres apparurent côte à côte sur l'écran du projecteur que j'avais discrètement branché. À gauche, l'historique des validations du dépôt de code, le registre numérique infalsifiable. À droite, le profil public de Didier.
Voici le dépôt de code, dis-je en montrant les horodatages. Le noyau principal a été écrit en 72 heures, du 11 au 14 novembre. Des milliers de lignes, horodatées à la seconde. Je pointai l'autre côté. Et voici le profil de Didier. 12 novembre. Localisation, Cabo San Lucas. Une vidéo le montrait en train d'enchaîner les verres dans un bar nommé Al Squidro. Une autre le montrait inconscient dans le hall d'un hôtel à 3 heures du matin. Je regardais Maître Sterling. À moins que Didier n'ait découvert comment coder des algorithmes complexes par télépathie depuis une station balnéaire mexicaine, alors qu'il était ivre au point de perdre connaissance, il ment. Et cette serviette est un faux. Ce rendez-vous est une tentative d'utiliser la justice pour commettre une fraude. Maître Sterling se figea. Il observa l'écran. Puis la date sur la photo de la serviette. Puis Didier, dont le visage virait au gris. Il ne cria pas. Il ne protesta pas. Il referma simplement son dossier d'un claquement sec qui résonna comme un coup de feu dans la salle silencieuse. Il se leva et saisit sa mallette. « Maître Sterling » demanda ma mère d'une voix tremblante. « Où allez-vous » Sa réponse fut glaciale. « Je me retire immédiatement de ce dossier. Je ne me rendrai pas complice d'un faux témoignage. Ne contactez plus jamais mon cabinet. » Il est parti. La porte s'est refermée dans un déclic sec, écrasant la pièce sous un silence lourd. Catherine, balbutia mon père, le visage rouge. Nous pouvons expliquer. Didier s'est simplement trompé dans les dates. Stop, dis-je. Je n'ai pas terminé. Je fis glisser un document unique sur la table. La cession hypothécaire. Vous n'avez plus d'avocat, déclarai-je calmement. Mais vous avez une créancière. Mon père lut. La confusion se transforma en horreur. Vous avez contracté un prêt relais à taux exorbitants pour financer ce procès, repris-je. Vous avez mis la maison en garantie. Vous avez parié que vous pourriez me voler mon entreprise avant l'échéance. Je me penchai vers eux. J'ai racheté la dette. Je détiens la créance. Et puisque vous êtes en défaut depuis ce matin, vous avez payé un avocat qui vient de vous abandonner, j'exige le remboursement immédiat. Ma mère porta la main à sa bouche. Tu possèdes notre maison ? Je possède la dette, corrigeai-je. Et puisque vous ne pouvez pas payer, vous avez 30 jours pour quitter les lieux. Je rassemblai mes affaires et sortis, l'adrénaline me brûlant les veines. J'avais gagné. Mais les animaux acculés ne réfléchissent pas. Ils mordent. Près des ascenseurs, j'entendis la porte de la salle claquer. Catherine. Didier me projeta contre le mur. Il ne cherchait pas à me blesser. Il cherchait à m'effacer. Il saisit mon poignet et tenta de forcer mon pouce sur mon téléphone. Déverrouille-le. Supprime les sauvegardes en ligne. Il tordit mon bras, paniqué, hystérique. La violence désespérée de quelqu'un qui vient de perdre tout contrôle. Soudain, une main massive agrippa l'arrière de son col. Ça suffit, monsieur Vance. L'agent de sécurité que j'avais engagé quelques jours plus tôt le plaqua au sol et lui attacha les poignets avec des liens de contention. Vous êtes retenu pour agression, déclara-t-il d'un ton calme. La police est en route. Didier sanglotait lorsqu'on l'a emmené. Les caméras avaient tout enregistré. Il a plaidé coupable. Fraude. Faux témoignage. Agression. 18 mois de prison. Mes parents ont perdu la maison. Je ne l'ai pas gardée. Je l'ai vendue et j'ai utilisé le produit pour créer un fonds de bourse. Des ordinateurs portables et un accès à Internet pour des étudiants en ingénierie qui construisent leur avenir à partir de rien. 3 mois plus tard, les procédures étaient abandonnées. Les ordonnances d'éloignement étaient définitives. Le vacarme s'était tu. J'ai ouvert le dossier intitulé Preuves. Puis je l'ai supprimé. Je n'avais plus besoin de justification. J'ai refermé mon ordinateur et regardé la ville par la fenêtre. Pour la première fois, l'avenir m'appartenait. Et vous ? Avez-vous déjà dû devenir le méchant dans l'histoire de quelqu'un pour simplement survivre ?